Sud Radio, les clés d'une vie, donc en direct du Salon d'agriculture au village Semence, avec mon invité. Comme on pourrait dire justement au Salon d'agriculture, vous êtes une jeune pousse des médias. Vous donnez des informations en rafale avec une telle rigueur que pour vous, le vent ne risque pas de tourner. Bonjour Chloé Nabédian. Oh, c'est joli, bonjour. Alors d'abord, on vous connaît bien à Sud Radio puisqu'on vous retrouve régulièrement dans Les Vraies Voix. Il y a ce livre, La météo devient-elle folle, aux éditions du Rocher, dont on va parler. Et puis on va parler de vous et un peu d'agriculture naturellement puisque ce sujet vous concerne. Alors, dans les dates clés de votre carrière, j'ai repéré celle du 28 octobre 2009 qui ne vous concerne pas directement. C'est le lancement d'une chaîne qui s'appelle MCE. Oui, ma chaîne étudiante. Voilà. Et cette chaîne, à cette époque-là, cette chaîne sort. C'est une chaîne qui est une interface entre l'entreprise, le monde professionnel et les étudiants. Et vous vous retrouvez là-dedans à faire une émission People. Oui, en fait, quand j'ai décidé de me lancer dans ce monde du journalisme, j'avais déjà une première carrière, j'avais déjà fait mes études en histoire de l'art et archéologie à la Sorbonne, à mon école de commerce aussi, l'ESC de Tours, et j'avais 27 ans, donc autant dire que je ne pouvais pas reprendre encore un troisième cycle dans le journalisme, et donc je me suis lancée dans le bain, et je me suis heurtée aux difficultés dans le sens où je n'avais aucun réseau, je n'avais aucune expérience, et donc je partais avec vraiment 2 boulets sur chaque pied, et j'ai très vite compris que pour pouvoir avoir une chance dans ce métier, il fallait déjà que je me spécialise dans un domaine, mais surtout que je sois proactive et que je donne finalement mon propre travail. C'est ce qui s'est passé avec ma chaîne étudiante. C'est une émission que j'ai produite en fait et que j'ai proposée avec Julien Lozano qui était donc le coproducteur et co-animateur de ce programme, et c'est comme ça que ça a démarré finalement. Voilà. Et à cette époque-là, curieusement, il y a une chanson qui évoque la météo. Un vent de folie, ça nous dit quelque chose. Et c'était 2 disques jockeys qui avaient fait cette chanson pour s'amuser. Ils animaient des boîtes de nuit dans le sud de la France et ils ont fait 1 million d'albums. C'est incroyable, mais voilà, c'est un beau parcours. Un beau parcours. Alors justement, votre carrière, vous êtes au départ une passionnée d'art sous toutes ses formes, Chloé Nabédian, c'est-à-dire C'était vraiment mon premier métier. Faut bien comprendre que j'ai une maman qui est danseuse et qui a eu 2 écoles de danse à Toulouse, donc je baignais dedans depuis mes 3-4 ans. On m'a mis sur scène de suite. Tout de suite, oui. Tout de suite, et j'avais un papa médecin, donc j'avais le côté plus rigueur, plus les sciences et son appétence pour toutes ces questions-là, et donc j'ai évolué effectivement dans ce monde artistique avec un seul objectif en tête depuis que j'étais toute petite, c'était de devenir danseuse à mon tour et de tenter ma chance à la capitale. Donc autant dire que dès que j'ai eu mes 18 ans, je suis montée à Paris, et là j'ai fait effectivement histoire de l'art et archéologie à la Sorbonne parce que c'était important pour moi de continuer à apprendre sur des sujets très divers, et en plus j'ai fait le conservatoire de comédie musicale et j'ai commencé en tant que danseuse assez rapidement. Voilà. Et vous étiez à Castres aussi, vous êtes née à Castres. Oui, née à Castres, dans le Tarn. Une ville célèbre pour son rugby et aussi pour des spécialités locales comme la nougatine castraise. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui. C'est un bonbon en nougat aux amandes enrobé d'un appareil à base de sucre glace et blanc d'œuf. Il paraît que c'est une spécialité. Oui, et c'est délicieux, je vous le conseille. Alors, justement, avec l'école à Paris, vous avez fait une culture générale assez variée. À l'inverse de beaucoup d'autres, là, c'est pas une spécialité, c'est vraiment, on apprend tout. Oui, on apprend tout, de toutes les époques et surtout sur tous les continents. Ça a été incroyable parce qu'on se rend très vite compte lorsqu'on étudie un tableau que ce n'est pas uniquement l'aspect technique de la toile que l'on va étudier, mais tout le contexte autour, politique, social, historique. Donc finalement, ça rend une palette extrêmement large au niveau des connaissances. On apprend bien sûr différents siècles, différentes époques, et après j'ai aussi découvert la sociologie et l'ethnologie, surtout à la Sorbonne, et j'ai été passionnée par cette discipline qui nous permet justement de comprendre que d'autres choses sont possibles. Oui, et en même temps, vous êtes une personnalité atypique, d'après les professeurs, puisque vous allez à une école de Tours qui est spécialisée dans les élèves atypiques, Chloé Nabédian. C'est pour ça que je l'ai choisi d'ailleurs. Quand j'ai commencé à passer mes concours pour l'école de commerce, j'ai fait plusieurs entretiens dans différentes écoles. Une fois qu'on a validé les écrits, c'est un petit peu le Tour de France des oraux. Et ce qui m'a fait choisir Tours, c'est parce qu'en fait, à ces oraux, justement, j'étais tombée sur un directeur d'un grand institut d'art à Paris. Et je me suis dit, voilà, s'il y a quelqu'un comme ça qui a fait l'école de commerce de Tours, c'est que j'ai une chance peut-être plus tard de pouvoir travailler encore dans ce domaine. Et finalement, tout a changé à cause d'un stage dans une maison de production et d'une histoire de vie. Oui, c'est Histoire de vie, Fabienne Dupont, qui était en fait une ancienne réalisatrice du magazine Striptease, qui a connu ce grand succès sur France Télévisions. Et en fait, moi j'étais à la base en train de faire un stage pour créer un concours de jeunes réalisateurs, et elle avait un web mag chaque mois qu'elle envoyait à tous ses contacts dans le monde de
l'entreprise. Et c'était un petit moment de creux dans mon projet, elle m'a permis en fait de me lancer sur ce webmag, sur la souffrance au travail. C'était 4 thèmes différents. Il fallait trouver les interlocuteurs, lire beaucoup de choses sur le sujet, voir les documentaires sur ces thèmes-là. Et après, il y avait le challenge de trouver les bons intervenants et de les convaincre. Et là, ça a été un coup de foudre incroyable pour ce métier. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire, c'est être journaliste. Et vous étiez, Chloé Nabédian, une pionnière du webmag, parce qu'à l'époque, ça n'existait pas. Le premier webmag, c'est Cybersphère, en 95, et qui a duré une année. Oui, elle avait vraiment le nez fin, Fabienne Dupont, justement, dans cette thématique-là. Et c'est elle qui a vraiment mis en place tout ça. Et j'ai été juste un petit élément dans cette grande machine, mais j'ai continué. Et en même temps, vous vous êtes dit, c'est ça que je veux faire, mais vous n'avez pas fait d'école de journalisme non plus. Non. Parce qu'on ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire. J'avais déjà 2 diplômes. Je me suis dit, si je continue dans un 3e diplôme, je vais finir, j'aurai 30 ans. Donc là, c'est vraiment fini. Personne ne voudra de moi. Alors, ce que j'ai fait rapidement, c'est que mon stage, j'ai décidé de faire la dernière année d'école de commerce en apprentissage. Et au lieu de choisir un apprentissage dans une banque, par exemple, ou ailleurs, je l'ai fait au sein du groupe Total. Alors, ça peut paraître bizarre au premier abord, mais en fait, ils avaient toute une cellule innovation et je devais m'occuper d'un JT virtuel avec un avatar, donc faire des reportages sur le thème des innovations technologiques. J'ai fait des pastilles sur 24 heures chrono. Il y avait quand même des moyens dans ce groupe assez colossaux et quelque part, j'ai un petit peu appris le journalisme d'entreprise, en tout cas. Voilà, vous avez commencé chez Total et vous êtes devenue une journaliste super. On en parle dans quelques instants avec une autre date, le 30 novembre 2015. A tout de suite sur Sud Radio avec Chloé Nabédian. Salon de l'agriculture, stand Village Semences. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie avec Chloé Nabédian, que vous connaissez bien si vous écoutez Sud Radio et les vraies fois. La météo devient-elle folle, c'est votre livre. Et les dates des clés d'une vie, la deuxième date, c'est le 30 novembre 2015. C'est la COP21. Et je crois que pour vous, c'est un événement très important, cette COP21. Oui, ça a vraiment mis en fait sur le devant de la scène toutes ces questions climatiques et ça m'a permis déjà d'attaquer l'étape d'après quand j'étais à iTélé. Alors ça s'appelle CNews aujourd'hui. J'ai pu faire des chroniques autour de ces thèmes-là de la COP21 et notamment du climat. Et ça a été un moment important puisque au niveau en tout cas des médias, on a commencé vraiment à parler de ce sujet et il y a eu vraiment un avant et un après COP21. Alors elle s'appelle la COP21 parce que c'est la 21e conférence des Nations Unies sur le sujet. Alors elle s'est déroulée à Paris, au Bourget, parce qu'il y avait 40 000 places et surtout c'est devenu un espace dédié aux Nations Unies avec les règles intérieures et internes des Nations Unies, je crois. Oui, c'est une grande machine. Il faut voir ça comme une grande copropriété avec tous les pays qui sont concernés. Il faut se mettre d'accord en fait sur la ligne de conduite. Donc vous savez à quel point dans une copropriété c'est compliqué. Donc imaginez à l'échelle des pays. Donc c'est des rendez-vous extrêmement importants, en tout cas de réunions. Même si parfois on trouve que ça ne va pas assez vite. On le voit dans les dernières COP où on a l'impression que les choses n'avancent pas. Malgré tout, ces pays se rassemblent et sont là pour essayer d'avancer d'une même voie vers ce sujet qui est si important. Alors la météo, parce qu'au départ, le journalisme, les people, le webmag, la météo c'est venu comment, Chloé Nabédian ? La météo c'est venu avec ce casting à la chaîne Météo, c'était en 2013, un casting qui a duré 4 mois quand même, j'ai eu quelques sueurs froides. Et pourquoi vous êtes allé là-bas ? Parce que j'avais cette appétence certes pour la culture mais aussi pour les thèmes scientifiques, j'ai toujours été fascinée par les phénomènes un peu extraordinaires de la nature et je me suis dit c'est peut-être ma dernière chance de pouvoir me lancer, donc je vais tenter le coup même si j'y connais rien, on sait jamais, peut-être que sur un coup de bol ça pourra marcher et ça a marché, alors j'étais vraiment très contente. Alors ce qui est étonnant, si vous regardez les premières images de la télévision en 1949, les premiers journaux télévisés, la météo s'est fait à Météo France avec des bouts de carton tournés, une pellicule qui arrive à rue Cognac-G qui est développée avec des boîtes de petits pois comme support, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Ah non, et c'était une fois par semaine en plus. Ah oui, donc le reste du temps, on ne savait pas ce qu'on avait comme temps. Donc vous commencez et puis vous êtes repéré par iTélé, Chloé Nabédian. Oui, l'aventure avec la chaîne Météo, ça a duré un an de formation intensive où j'ai appris le fond et la forme de ce métier qui est en fait très complexe et j'apprends encore aujourd'hui et je grandis encore parce que c'est pas si évident par rapport à ce qu'on pourrait penser. Et effectivement, au bout d'une année, j'ai quelques échanges avec iTélé qui avait besoin de quelqu'un juste quelques fois par mois pour finir la saison. Il s'est trouvé que c'était plus du tout quelques fois par mois puisque j'ai obtenu le poste de titulaire finalement dès que j'ai passé les castings. Ça a été une chance folle. Et avec un mentor qui est Michel Chevalet. Oui, et puis quel mentor surtout. C'était un homme où on boit ses paroles sur les plateaux et je me suis dit quand je serai grande, je veux être comme Michel Chevalet. Il a une manière pédagogique incroyable d'expliquer des choses très très compliquées et d'ailleurs c'est à son contact
concept où j'ai compris on n'avait pas besoin finalement d'utiliser parfois des mots compliqués pour montrer que l'on savait. C'est justement lorsqu'on emploie les mots les plus simples et les phrases les plus simples que l'on prouve justement qu'on maîtrise notre sujet. Et il avait cette phrase « Comment ça marche ?» que Laurent Gérard utilise régulièrement. En fait, c'était un lien entre le côté anecdote et le côté technique qu'il voulait expliquer. Oui, et c'est ça qui rend d'ailleurs ses propos extrêmement vivants. Alors, ensuite, c'est France 2 qui arrive. Et là aussi, comment c'est arrivé? Passer de... Ça va très vite. 2 ans plus tard, vous êtes à France 2. Oui, mais c'est allé assez vite. C'est vrai que j'ai eu cette chance-là. C'est pour l'anecdote d'ailleurs, ça s'est passé en tout cas en pleine pizza 4 fromages le soir avec mon mari. Et il y a Nathalie Riouet qui m'appelle à ce moment-là. Donc autant dire que j'ai pas pu finir ma pizza 4 fromages pour m'annoncer qu'elle pensait à moi pour reprendre le poste à France 2. J'étais totalement sous le choc, je m'y attendais pas du tout. Et je me suis dit, waouh, en l'espace de 3 ans, j'arrive à faire la bascule entre la chaîne météo et France Télévisions. C'est quand même, voilà, la chaîne publique, c'est quelque chose de très important et ça avait beaucoup de sens pour moi. Et j'avais un peu hésité au début, j'avais peur de ne pas être encore assez prête. Et après, une fois que j'ai balayé ces craintes, j'ai foncé et je le regrette absolument pas. En travaillant énormément. En travaillant beaucoup, je pense qu'il n'y a pas de secret. Le travail et la détermination aussi, la persévérance dans ce métier-là, ce sont vraiment les clés pour y arriver. Et avec aussi un baptême du feu avec Michel Drucker la veille de votre première chronique. Oh là là, oui, d'ailleurs, j'étais en état de sidération. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrivait. Lorsque j'ai fait ce tournage avec Michel Drucker qui m'a fait ce cadeau absolu et énorme de m'inviter dans son émission juste avant d'arriver, j'ai mon cerveau qui s'est coupé en 2. Déjà, j'ai failli pleurer avant que les portes s'ouvrent. J'étais dans un état pas possible parce que moi, je regardais Michel Drucker depuis que j'étais petite. Donc, ça me paraissait absolument... je sais pas, pour moi, c'était pas normal que je sois là à cette place-là. Et après, pendant l'interview de la toute première émission, j'avais un sourire plaqué sur le visage et je souriais comme une andouille et j'avais l'impression que mon cerveau racontait n'importe quoi, qui mélangeait absolument tous les mots et j'étais en larmes d'ailleurs après l'émission. Je disais, il y avait Nathalie Riouet qui était avec moi et je lui disais, non mais j'ai raconté n'importe quoi, j'ai mélangé tous les mots, les pronoms, les noms. Elle me disait, ah ben non, je trouve que ça allait. Et c'est où je me suis rendu compte que mon cerveau était vraiment coupé en 2 pendant ce tournage. Alors il y a une chose étonnante, c'est que vous n'avez rien à voir, et c'est peut-être une des raisons de votre succès, avec les présentatrices habituelles de la météo. Vous êtes plutôt de l'école américaine que de l'école française, Chloé Nabédian. Oui, c'est vrai que je suis une grande fan de ce qui se passe outre-Atlantique et notamment sur Weather Channel parce qu'ils ont cette capacité. Déjà, avant tout, ce sont des journalistes. C'est un service à part entière où les journalistes partent sur le terrain aussi. Je trouve que c'est ce qui manque peut-être encore pour nous aujourd'hui. C'est vraiment une cellule. Ils partent en reportage. Ils essayent d'innover pour apporter des explications simples, compréhensibles par tout le monde, pédagogiques pour expliquer des phénomènes parfois extrêmement complexes. Et j'avais envie d'amener un petit peu cette façon de faire à ma manière. Oui, en apportant bien sûr les prévisions météo, mais aussi des informations scientifiques complémentaires. Oui. Ce qui s'était jamais fait. Ce qui s'était jamais fait encore. Et d'ailleurs, ça a bien pris puisqu'on a vu une évolution de l'audience au niveau météo qui était très importante. En l'espace de quelques années, quelques années, du coup 2 ans, ça a augmenté quand même de 4 points sur la météo de 20h40, qui est notre grande météo de 3 minutes de décryptage. Et ça nous a donné l'envie d'aller encore plus loin. Donc il y a eu ces décryptages en 3 dimensions qui ne sont également jamais faits encore en France, qu'on a mis en place. Il y en a une 30aine et on continue à faire ce travail-là, à toujours chercher ce qui pourrait plaire et en tout cas ce que les gens voudraient savoir. Oui, la pédagogie est essentielle. Oui, c'est vraiment le premier point pour nous, c'est vraiment central. Alors il y a des légendes qui courent aussi sur la météo et je ne sais pas si vous connaissez cette chanson des frères Jacques qui s'appelle « À la Saint-Médard ». À la Saint-Médard, mon Dieu qu'il a plu au coin du boulevard et de la petite rue. Vous ne connaissiez pas ça? Non, je ne connaissais pas. C'est une chanson et les frères Jacques étaient fabuleux. Et cette légende sur la Saint-Médard, paraît-il, ça date du Moyen-Âge. Mais on dit aussi, il y a une suite, que si le bon Barnabé s'en mêle, ça s'arrangera 3 jours plus tard et pas 40 jours plus tard. Oui, c'était leur propre prévision météo en fait à l'époque. Oui. Ils n'avaient pas d'outils techniques qui leur permettaient finalement d'analyser la météo telle qu'on l'a fait aujourd'hui. Mais c'était l'expérience des agriculteurs justement sur le terrain, des personnes, des fermiers qui vivaient
vivaient et qui travaillaient la terre et qui pouvaient se rendre compte au fur et à mesure des années qu'il y avait parfois des choses qui arrivaient de façon assez récurrente. Alors votre spécialité aussi, Chloé Nabédian, c'est le dérèglement climatique, les climats. Ça vous a tout de suite passionné? Ah oui, c'est quelque chose qui a pris très vite et tout de suite parce que je me suis rendu compte à quel point c'était essentiel pour demain de bien comprendre ce qui était en train de se passer aujourd'hui. Et surtout, c'est très transversal. En fait, ça touche absolument tous les domaines, que ce soit la météo ou le climat. Ça impacte l'économie, ça impacte les migrations, ça impacte effectivement notre quotidien. Et donc, c'était essentiel de comprendre ce qui se passait et de donner les clés de compréhension pour que chacun ait sa propre boîte à outils. Voilà. Et des clés à tout moment, car vous avez fait Roland-Garros pour la météo. Oui. En général, on va pour le tennis. Vous, c'était autre chose. Oui, moi, c'était pour toute autre chose. Roland-Garros, on l'a fait effectivement parce que on peut arrêter un match hyper important parce que la pluie va arriver. D'ailleurs, ils ont vraiment des cellules dédiées au niveau de la prévision météorologique. Et dès qu'il se passait des événements un petit peu particuliers, la première année, effectivement, on est allé sur le terrain. Vous arriviez à voir les matchs, non? Alors, je repartais direct après pour préparer mes journaux météo du soir. Donc, voilà. Malheureusement, j'ai pas pu. Mais l'année dernière, comme je ne travaillais pas à ce moment-là, j'ai pu voir enfin mon premier match à Roland-Garros et c'était fabuleux. Et Roland-Garros, il faut savoir que c'est né en 1891 et que le premier tournoi qui s'appelait le championnat de France international de tennis, il y avait 5 participants, pas beaucoup de monde sur les cours, et le vainqueur a été un Anglais, Monsieur Briggs, qui a gagné le tournoi de simple messieurs, mais il n'y en avait pas d'autres. Ça a duré une journée. Ça a Comme quoi, ça a bien évolué. Et puis vous avez fait aussi, puisque vous êtes artiste, de la comédie dans La Biche. Oui, c'était la toute première année. C'était Olivier Mine qui m'a convié à cette pièce de théâtre qui faisait assez régulièrement avec quelques journalistes et animateurs de France Télévisions. Et pareil, c'était une manière de m'accueillir dans cette grande et belle famille. Et j'ai eu un tout petit rôle. J'y ai participé un petit peu et ça a été une très belle expérience. C'était un chapeau de paille d'Italie. Oui. D'ailleurs, la version qu'on ne sait pas, c'est que la version américaine de cette pièce de La Biche s'appelle Le cheval mange le chapeau et que le metteur en scène de cette pièce en 1937, ça a été Orson Welles. Ah bah comme ça, on a fait une grande pièce. Et puis vous avez été speakerine aussi pour les 50 ans de la télé. Oui, c'est vrai. Le côté speakerine, c'était un moment où France Télévisions voulait vraiment mettre un petit peu l'accent dessus puisque c'était les 50 ans de la télévision en couleur. Et il y en était, je crois, 3-4 à faire des choses un peu plus particulières. On était un peu déguisés et pour faire justement l'annonce du programme comme à l'époque. Et moi, j'avais eu un sacré gonflant au niveau de ma chevelure. Je me rappelle, c'était très, très élevé. Voilà. En tout cas, vous faites beaucoup de choses, y compris des livres. On en parle dans quelques instants avec une autre date, le 9 octobre 2019. A tout de suite sur Sud Radio au Salon d'Agriculture au Village Semence avec Chloé Nabédian. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, Chloé Nabédian, mon invité, et ce livre qui est sorti le 9 octobre 2019, La météo devient-elle folle, aux éditions du Rocher. La météo devient-elle folle? C'est la question qu'on vous pose en permanence, Chloé Nabédian. C'est la question phare à chaque fois que je sors dans le plateau JTO, oui, qu'il y a une vigilance importante. Et d'ailleurs, dans la rue, quelquefois, on vous commente la météo et on vous tape sur les doigts aussi de temps en temps. C'est arrivé, je crois. Oui, c'est arrivé parce que la météo n'est pas une science exacte, même si on adorerait qu'elle le soit, mais ça n'est pas le cas. Donc c'est vrai que parfois, il y a peut-être des petites erreurs qui peuvent se glisser, mais plus d'ailleurs sur la tendance, parce que la veille pour le lendemain, il y a quand même 90% de fiabilité, mais ce n'est que 90%. Exactement. Donc il y a encore les 10% restants. Alors, à force qu'on vous pose la question, la météo devient-elle folle, vous avez fait un livre. Voilà, je me suis dit qu'il était temps de répondre à cette grande question que tout le monde se posait. Et avec une longue enquête. Une longue enquête, ça a duré 1 an. L'idée, c'était vraiment de savoir de quelle façon le réchauffement climatique, qui est indéniable, impactait en fait les différents phénomènes météorologiques. Et j'étais venue un peu avec mes idées préconçues sur le sujet. Et finalement, au fur et à mesure de l'enquête, déjà, je me suis rendu compte que certes, ils sont tous impactés, mais pas forcément de la façon dont on le pense. Et surtout qu'on ne passe pas non plus du simple au double dès que c'est dans la version un petit peu plus extrême et qu'on peut encore s'adapter à tout ça. Oui, c'est-à-dire que c'est plutôt rassurant votre enquête. On dit beaucoup de choses, mais il faut prendre la mesure. Il faut prendre la mesure et de se dire et de se rassurer en se disant justement que tout est encore possible aujourd'hui. Et c'est vraiment pour ça que j'ai voulu conclure ce livre sur ce thème-là. Les choses ne sont pas encore figées. On a encore entre les mains la possibilité de faire changer les choses déjà au niveau de l'augmentation de la température au niveau mondial, mais même à notre niveau, à nous, en tant que citoyens, on peut faire bouger les lignes en construisant des maisons qui sont adaptées à notre environnement, en choisissant aussi les bons lieux
Et c'est pour ça que pour chaque chapitre, finalement, il y a un volet adaptation qui est systématique et c'est un peu imposé par lui-même. Je ne l'avais pas du tout prévu au départ pour montrer à quel point les solutions sont là et qu'il n'y a plus qu'à les prendre aujourd'hui, à les mettre en place. Et vous le savez, grâce à des spécialistes, vous avez même interrogé Jean-Louis Etienne, explorateur bien connu, qui vous a donné une version très particulière. Lui, il croit justement à tout ça. Oui, il y croit. Il a vu de ses yeux, en l'espace de 30 ans, le changement au niveau des glaces arctiques. Donc, il est très impliqué sur ce sujet-là. Et il a d'ailleurs donné une image assez forte pour comprendre un petit peu comment ça se passe au niveau du réchauffement climatique. Il parle de cette, en tant qu'ancien médecin, du coup, je pense qu'il parlait de la fièvre au niveau pour l'être humain. Notre corps, normalement, est à 37 degrés, mais dès qu'on est à 38, on se sent déjà pas très bien, un petit peu maussade. C'est ce qui se passe actuellement avec la planète, mais à 39, on part directement aux urgences. Et voilà pourquoi 2 degrés de plus, ça peut aussi tout changer. Voilà. Et en faisant attention, parce que c'est pas un phénomène nouveau, la science s'en occupe, mais depuis la Bible, on parle de ce problème-là, Chloé Nabédian. C'est récurrent, tout le monde en parle, parce que c'est vrai que depuis la nuit des temps, il y a eu ces périodes de réchauffement, de refroidissement. Ça a toujours existé, ça c'est indéniable. La seule différence avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ça va beaucoup plus vite que les cycles naturels. Et donc on parle vraiment de la notion d'adaptation de notre civilisation, finalement, à ce qui est en train de se passer, parce que la Terre nous survivra toujours. C'est notre civilisation, voire même l'espèce humaine qui est menacée. Voilà. Et dans ce livre, La météo devient-elle folle, vous donnez des exemples concrets, notamment un danger annuel qui est l'épisode méditerranéen. Oui, c'est vraiment la bête noire pour le sud-est de la France. C'est un phénomène qui a toujours existé. Et le grand problème, ce n'est pas tant finalement que c'est un phénomène qui a augmenté au fur et à mesure des années, c'est plutôt que l'urbanisation sur ces zones-là est devenue telle qu'aujourd'hui, le trop-plein d'eau ne peut plus être absorbé par les sols parce qu'on a voulu prendre le pas sur la nature, on a voulu construire sur des anciennes rivières asséchées. Ce qui s'est passé à Vaison-la-Romaine en 92, c'est exactement ça. On a construit sur un ancien cours d'eau qui à un moment a repris naturellement sa place lorsqu'il y a eu un trop-plein d'orage à ce moment-là. Et puis vous évoquez un phénomène qui est courant, qui est les cyclones. On en a vu beaucoup, hélas. Et vous évoquez Christophe Colomb, qui lui a connu des cyclones. Oui, mais en fait, c'est lui qui a découvert même les cyclones, le tout premier, qu'on parle en tout cas le tout premier dans ses écrits. Et c'est assez fabuleux de voir à quel point Christophe Colomb était vraiment un précurseur de tout ça, parce qu'il a réussi à analyser comment arrivaient les cyclones, comment ils se formaient avec les différents nuages qui se mettaient en place, qui s'aggloméraient entre eux, qui étaient annonciateurs de ces cyclones. Et on le prenait d'ailleurs pour un sorcier, parce que lorsqu'il a voulu en parler et dire attention, ne sortez pas, il y a un ouragan qui arrive, eh bien personne n'a voulu le croire. L'ouragan est arrivé et a fait le désastre que l'on peut connaître, et on a pensé du coup que c'était lui qui avait finalement incanté cet ouragan et l'avait fait venir. Donc on voit à quel point les choses ont évolué. Voilà. Et Christophe Colomb qui a découvert le Nouveau Monde un jour, et dans un dîner un soir, il y a un invité qui dit mais il suffisait d'y penser. Alors, il dit ok, on va faire une expérience, vous prenez un œuf et vous essayez de le faire tenir debout. Personne n'y arrive, et lui casse l'extrémité de l'œuf, le fait tenir debout et dit il suffisait d'y penser. L'œuf de Christophe Colomb est né comme ça. C'est incroyable. Alors il y a aussi les tempêtes de Noël comme celle qu'on a connue en France en 1999. Moi je me souviens du bois de Boulogne totalement détruit. Ça aussi ce sont des phénomènes exceptionnels, Chloé Nabédian. Oui, d'ailleurs j'ai été très marquée par ces tempêtes Martin et Lothar. J'étais assez petite à l'époque, mais je me rappelle très bien de ces personnes que je voyais limite à l'horizontale s'accrocher en fait à un lampadaire. Ouais. Et je me suis dit mais comment la nature peut arriver à soulever un être humain comme ça, avec cette force-là et cette puissance-là. Donc ce goût déjà pour les phénomènes un peu exceptionnels est arrivé à cette époque-là. Mais voilà, c'est une tempête totalement exceptionnelle qui, ça se trouve, ne reviendra jamais, qui, ça se trouve, va revenir demain ou dans 100 ans. Ce qu'il faut bien comprendre, en tout cas, pour se rassurer, même s'il y a eu beaucoup de tempêtes cette année, les tempêtes, c'est un des phénomènes notamment qui fait partie au niveau du réchauffement climatique, au fait que ça pourrait être un petit peu moins puissant à l'avenir et un petit peu moins fréquent, car ce qui donne l'étincelle des tempêtes, c'est notre fameux courant de jet, ce grand ruban de vent en altitude sur lesquels surfent d'ailleurs les avions pour faire le New York-Paris par exemple. Eh bien, il est en train de mollir un petit peu, et s'il mollit, eh bien, les tempêtes seront moins puissantes à l'avenir. Voilà. Et puis il y a un vent beaucoup plus calme qui est à la fois dans l'Aude et en Italie, et ce vent beaucoup plus calme, celui qui était à votre place lundi au Salon de l'Agriculture, l'a chanté, c'est Antoine avec la Tramontane. Depuis que je vis cette vie qui me donne, moi j'ai perdu
depuis la tramontane, depuis que le Il faut savoir que cette vent chanson en Italie est un immense succès. Il a fait le festival de San Remo en smoking blanc et à la fin de la chanson, il a sauté, il est tombé dans la fosse. Ça a fait la une des journaux et la chanson est devenue numéro 1 au hit parade. Ah bah voilà, bah au moins ça aura servi à quelque chose. Et la tramontane, c'est un vent beaucoup plus doux, je crois. Oui, c'est un vent assez doux, mais parfois, on dit souvent qu'avec la tramontane, on a toujours un ciel très dégagé, mais il faut savoir que parfois il y a des passages nuageux, on appelle ça la tramontane noire même. Donc c'est pas souvent annonciateur de beau temps. Et puis il y a les tornades et dans votre livre, vous racontez, Chloé Nabédian, qu'il y a eu en 2011 343 tornades aux États-Unis. On a peine à l'imaginer. Oui, c'est gigantesque. Et là aussi, les tornades, c'est un des phénomènes qui finalement pourrait se réduire au fur et à mesure des années à cause du réchauffement climatique, car c'est un phénomène qui a besoin autant d'air chaud que d'air froid pour se développer. Donc avec moins d'air froid, moins de contraste, elle pourrait être moins violente. Mais on en parle beaucoup plus ces dernières années, là encore, parce que les zones se sont urbanisées, se sont étendues. Donc ça traverse des villes beaucoup plus importantes par rapport à avant. Et aussi, on a nos chasseurs de tornades qui aujourd'hui nous permettent de les voir et de voir ces monstres absolument incroyables qui fascinent beaucoup mais qui sont terriblement dangereux. C'est un métier d'avenir, chasseur de tornades. Oui, c'est un métier d'avenir, vous pouvez y aller, mais restez prudent quand même. Alors, il y a le contraste qui est la canicule. On l'a connu à une époque, en 76, ça nous a valu d'ailleurs un impôt sécheresse, merci l'État. Et ça aussi, c'est un phénomène qui se développe. On dit que la canicule, on va en avoir tous les ans. Alors ça, c'est une certitude depuis plusieurs années. Il va faire beaucoup plus chaud les années à venir. On le voit bien, cet hiver a été probablement, on attend encore de finir ce mois de février, mais ce sera l'hiver probablement le plus doux au niveau historique. Et finalement, ça va continuer de plus en plus, les températures vont progresser. Et au niveau des canicules, on pourra en avoir 2 fois plus d'ici 2050. Mais surtout, la canicule de 2003 qui nous a tous marqués pourrait devenir quelque chose de récurrent d'ici 2100 si rien ne change. Oui, mais c'est grave pour l'avenir de la planète ? C'est grave pour l'avenir de l'homme, pas pour l'avenir de la planète, ni pour le fait finalement qu'elle va pouvoir, elle, rester intacte. En revanche, pour l'homme, oui, s'adapter à des températures aussi extrêmes qui seront plus ou moins extrêmes d'ailleurs selon les régions du monde, ce sera très différent. Voilà. Et puis vous évoquez, il y a une photo dans ce livre, Chloé Nabédian, une photo à Taïwan d'une tour qui est gigantesque et qui est une tour anti-pollution. Oui, c'est vraiment l'avenir de la construction, de l'immobilier, de l'architecture. C'est cette tour qui a été développée par l'architecte Vincent Calbeau avec 25 000 arbres, arbustes, terrasses végétalisées sur cet endroit qui en fait devient totalement autosuffisant et surtout il permet en termes de température ressentie de le faire baisser de 2 à 3 degrés. Donc forcément en période de canicule ça fait toute la différence et remettre de la végétation au cœur des villes, au cœur de ces immeubles, de ces habitations, ça devient primordial pour demain. Et on risque d'avoir beaucoup de tours et de maisons de ce genre comme celle que vous décrivez ? J'espère en tout cas qu'on va pouvoir adapter l'ancien avec cette nécessité moderne aujourd'hui de remettre la place de la nature au cœur des villes et que les futures constructions, au lieu d'en faire encore des choses très minérales, on mette place maintenant à ces arbres, à ces arbustes. Et en évitant de faire comme à Dubaï la plus grande tour du monde que j'ai vue qui mesure 864 mètres de haut. Si on a le vertige au dernier étage et si l'ascenseur est en panne, bonne chance. Là, oui, là c'est un peu compliqué. Et puis vous évoquez un hiver historique qui est l'hiver 54, Chloé Nabédian. Oui, et ça a été surtout l'hiver qui a révélé la générosité des Français avec l'abbé Pierre qui a fait son fameux appel. Alors d'ailleurs, on ne dit pas que l'hiver va totalement disparaître. On pourrait l'année prochaine, dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, de nouveau avoir des hivers extrêmement brutaux, violents et glacials. Donc c'est tout le problème d'ailleurs du réchauffement climatique, c'est que c'est pas d'un seul coup on va avoir des températures extrêmes et chaudes tout le temps. Ça fait un peu la dent de scie, mais c'est vraiment l'étude sur 30 ans qu'il faut prendre en ligne de compte avec le point zéro au début, au bout de 30 ans et voir l'évolution. Et la météo évolue, les techniques de météo aussi. Je suis sûr que vous êtes en plein travail pour à chaque fois forcer votre culture. Oui, ça change énormément et d'ailleurs Météo France a se doté d'un nouveau supercalculateur qui va être encore plus puissant par rapport à aujourd'hui, qui va nous permettre de réduire encore plus la maille parce qu'on travaille sur des modèles météorologiques avec des mailles plus ou moins grandes qui avant faisaient 200 km, après ça s'est réduit à 100, puis 50, puis 20. Aujourd'hui le tout dernier il est à 2 km, mais encore 2 km c'est beaucoup trop quand on parle d'orage notamment par exemple. Donc il faut encore réduire cette maille et là il n'arrête jamais de progresser.
progresser. On gagne à peu près un jour de prévision fiable tous les 10 ans, ce qui est considérable. C'est énorme. Et surtout, grâce à ça, on sait qu'il ne faut pas faire de catastrophisme. Non, pas de catastrophisme. Au contraire, on a aujourd'hui les outils pour se prémunir de tous ces dangers-là et surtout pour pouvoir protéger les populations. On le voit bien avec les vigilances qui marchent extrêmement bien maintenant. Et vous dites dans votre livre une chose très importante et qui concerne tous, Chloé Nabédian, c'est que nous avons le choix de notre avenir. Et oui, on peut encore choisir ce qui va se passer demain. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toutes nos émissions de gaz à effet de serre ont un peu 30 ans de retard pour finalement nous impacter. Donc ce que l'on vit aujourd'hui, c'est ce qu'on a déjà produit il y a 30 ans. Et c'est pour ça qu'on sait à peu près ce qui va se passer en 2050, car les dés sont déjà lancés. En revanche, pour 2100, c'est ce qu'on va produire entre aujourd'hui et 2050 qui va définir notre avenir. Donc si les choses changent maintenant, eh bien on aura un avenir beaucoup plus serein. Donc l'humanité peut encore changer les choses. Voilà. Et votre avenir, Chloé Nabédian, fait France 2 bien sûr, 13h-20h, plusieurs jours par semaine, puis peut-être d'autres choses car vous avez plein d'envie. Oui, là déjà il y a le premier magazine d'information dédié au climat qui s'est lancé avec France Info donc depuis janvier. C'est un bimensuel que je co-anime avec Anne-Anthony Nogues et on parle vraiment de toutes ces questions-là et puis je me lance un petit peu dans le reportage aussi pour les futurs mois qui arrivent pour des éditions spéciales et voilà, j'ai hâte de partir sur le terrain. Oui, en même temps vous travaillez énormément. C'est un peu du 7 jours sur 7 cette année, j'avoue, même les autres années. Je pense qu'on n'a rien sans rien. Donc je crois beaucoup à cette valeur travail et au fait de ne jamais rien lâcher, de travailler au maximum. Et d'ailleurs, je ne le considère pas comme du travail, c'est une vraie passion. Ça me tient au corps, j'y pense du matin au soir. Parfois, j'en rêve aussi. Ça fait partie vraiment de mon équilibre au quotidien. Et en même temps, vous allez continuer à écrire des livres parce que vous ne pourrez pas vous passer de ça. J'ai l'impression que tout vous intéresse. Tout m'intéresse, tous les exercices en tout cas m'intéressent sur mon domaine et oui effectivement j'envisage l'écriture d'un deuxième livre à partir de la rentrée. Je suis encore en train de définir le thème précis mais je pars plutôt sur une idée en tout cas de faire un livre de reportage et d'investigation. Et puis régulièrement, le plus souvent possible, on vous retrouve sur Sud Radio avec Christophe Dordet, Philippe David et toute l'équipe des Vraies Voix. Toute l'équipe des Vraies Voix, c'est un vrai plaisir à chaque fois. Écoutez, en tout cas c'était un vrai plaisir de vous recevoir. Vous allez vous promener un petit peu au salon de l'agriculture. Oui, j'ai vu qu'il y avait de la Ligo pavillon 3, j'ai décidé d'y aller. Vous avez bien raison, en tout cas vous avez été notre nourriture intellectuelle d'aujourd'hui. Je rappelle ce livre, La météo devient-elle folle aux éditions du Rocher. Merci Chloé Nabédian d'avoir participé à ces clés d'une vie. Merci pour l'invitation. Merci à ceux qui nous ont permis de venir au village Semence. Et puis dans quelques instants on va retrouver Brigitte Lahaye et nous on se retrouve bien sûr demain pour d'autres clés d'une vie. Bonne journée. Merci, à demain.